peut commencer? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les guerres de religion du XVIe siècle. Déjà, on va parler du contexte historique. Alors, la France au XVIe siècle vit une fracture religieuse entre le catholicisme et les réformes qui va entraîner 8 guerres consécutives assez importantes. Ces 8 guerres vont durer pendant 6 ans. Et ce qui va les faire s'arrêter, c'est que le roi Henri IV, pardon, va faire l'édit de Nantes et va imposer le respect de ces règles pour, pour protéger les protestants. Nous allons avoir les acteurs principaux de ces guerres. Donc, au tout début, nous allons avoir Martin Luther de 1483 à 1000. Donc, Martin Luther est un moine, professeur théologique et qui est contre les pratiques de l'Église. En 1500 En 1521, il va être pour la protection de la France et il va développer les églises protestantes. Ensuite, nous allons avoir Jean Calvin de 1509 à 1544. Donc, après Luther, il va organiser la réforme. Donc, il va faire une doctorie, il va faire une doctrine. Il va il va être pour l'Église. C'est un humaniste français, théologien et traducteur. Et pour finir, nous allons avoir Henri IV, donc de 1553 à 1610. Donc, il est né d'une mère calviniste. Il va lutter contre les réformes. C'est le chef des protestants et il va accéder au trône de France par alliance avec Henri III. D'accord. Vas-y, Nathan, reprends. Attends, 2 secondes. Elodie, coupe. Donc, c'est le chef des protestants. Il va accéder au trône par alliance avec Henri III après la mort du duc d'Alençon. Et, il va mourir assassiné en 1600. Ensuite, Ensuite, dans... je vais... Ah, vas-y, prends. Ok. Ensuite, je vais vous parler des dates de guerre. Mhm. Déjà, la première guerre commence en 1562 et va se terminer en 1563. La Seconde Guerre va commencer en 1567 et se termine en 1568. Donc on voit qu'entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un laps de temps assez court et que malgré le fait qu'elle soit pas très longue, ben, il y a eu quand même beaucoup de victimes. Pour la Troisième Guerre, elle commence en 1568 et se termine en 1570, donc qui a été extrêmement proche de la Deuxième Guerre. La Quatrième Guerre commence en 1572 et se termine en 1573. Pour la Cinquième, elle commence en 1574 et se termine en 1576. La Sixième suit directement et commence donc en 1576 et se termine en 1577. La Septième Guerre a pris un peu plus de temps avant de commencer. Elle commence en 1579 et se termine en 1580. Pour la Huitième Guerre, on a dû attendre 5 ans, donc ce qui nous amène à 1585 pour finalement se terminer en 1598. Donc cette guerre-là a été assez longue et c'est celle qui a fait le plus de dégâts. Elle se termine en 1598 par, donc, comme je l'ai dit précédemment, le fait que Henri IV ait créé l'édit de Nantes le 30 avril 1598. Donc, après vous avoir présenté les dates, nous allons aussi vous présenter les atrocités qui ont eu lieu pendant
ces 32 ans de conflit entre catholiques et protestants. Donc au début, nous allons avoir les causes qui nuisent à l'Église. Donc nous avons au début les condamnés à mort. Ensuite, nous avons aussi ceux qui ont reçu des coups de fouet et ceux qui ont été marqués au fer. Et pour les premiers martyrs, ils ont eu les poings coupés. Ils ont eu aussi des membres arrachés. Ils ont aussi eu plein de coups et de blessures assez graves. Et il y en a aussi qui se sont fait brûler. Donc nous pouvons voir après les dates qui ont été évoquées et les actions qui s'y sont produites, que bah, ces guerres ont été extrêmement violentes et que les conséquences étaient assez terribles. De rien. Alors, quelques petites réflexions comme ça. Bon, c'est un peu fouillis-fouillas. Vous avez travaillé, mais c'est un peu pêle-mêle. Dans la partie de Nathan, c'est un peu pêle-mêle. Ça manque un peu de détails. Sur les raisons qui opposent les différentes factions. Il aurait fallu se recentrer autour d'une problématique et l'exploiter. Voilà, bon, après, c'est un travail qui est fait, qui est quand même honnête, hein, mais voilà, c'est un peu trop charivari, un peu trop mélangé tout ça. Bon. Bon, après, c'est fait dans des conditions particulières, donc c'est pour ça que je ne vous en veux pas. Pour la prochaine fois, en revanche, pour le prochain exposé que vous ferez, pensez à bien faire une problématique, à bien distinguer les parties, pour qu'on puisse suivre le plus correctement possible. Lucille, c'est quand tu veux, tu me dis de passer les diapos quand il faut les passer. D'accord, merci. On m'entend là? Ah oui, on t'entend, je vais juste augmenter un peu le son de ta voix. Vas-y. C'est bon? Ouais. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon exposé concernant le massacre de Saint-Barthélemy. Vous pouvez tourner la page s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Premièrement, je vais vous parler du contexte historique. Ensuite, je vous expliquerai le déroulement de cet événement ainsi que ce qu'il a engendré par la suite. Je vais aussi vous parler du tableau qu'on a étudié en cours. Et pour finir, je vais présenter quelques-uns des personnages clés durant ce terrible massacre. Oui. Du coup, la prochaine diapositive. Super, merci. Contexte. Nous sommes à la Renaissance, plus particulièrement durant les guerres de religion, qui auront duré de mars 1562 à avril 1598. Nous allons nous consacrer sur les raisons qui ont poussé les catholiques à commettre un massacre contre les protestants. Il a eu lieu sous le règne de Charles IX. Le massacre de la Saint-Barthélemy est la conséquence d'une série d'événements. Tout d'abord, la paix de Saint-Germain-en-Laye, qui met fin à la Troisième Guerre de religion le 8 août 1570. Ensuite, il y a eu lieu le mariage entre le roi Henri II de Navarre, futur roi Henri IV de France, et Marguerite de France, le 18 août 1572. Durant ce mariage, les assistants de la noce, tant catholiques que huguenots, sont très agités en raison de la rumeur d'une prochaine guerre contre l'Espagne catholique du roi Philippe II. L'amiral Gaspard de Coligny, chef de la faction protestante et principal conseiller du roi, tente de convaincre le roi d'envahir la Flandre, qui appartient à l'Espagne. Les frères de Guise et le duc d'Anjou, frères du roi Charles IX, ne veulent pas cette guerre. C'est le 24 août que tout commencera. Du coup, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, eh oui, c'est bien le 24 août que tout commencera, plus particulièrement avant le lever du soleil. Coligny est tué avec plus de 200 hommes. Le mouvement ne s'arrête pas à la mort du chef, car à la découverte des cadavres, une folie meurtrière pousse les Parisiens à se révolter contre les protestants. Munis de brassards blancs, les humains tuent et pilent sans pitié.
Henri de Navarre et Condé doivent se sauver. Le massacre dure 3 jours et s'étend en Provence, mais des régions restent à rester à l'abri, telles que la Picardie, l'Auvergne, le Limousin ou le Périgord. À Paris, le massacre cesse le 28 août sur ordre du roi, mais en province, les meurtriers continuent jusqu'au premier jour d'octobre. Au final, on évalue le nombre total de victimes dans l'ensemble du pays à 30 000. Nouvelle diapositive, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Donc, événements à venir. Après le massacre de Saint-Barthélemy, il y a encore eu 4 guerres de religion qui se sont arrêtées en avril 1598, lorsque Henri IV signe l'édit de Nantes. Alors, Edith, pas Edith de Nantes. Ok, ça va, merci. Et du coup, genre, prochaine diapositive. Ouais. Merci. Le tableau du massacre de Saint-Barthélemy fut réalisé de 1576 à 1584 par François Dubois, rescapé de la tuerie, alors que toute sa famille protestante s'était fait assassiner par la catholique. Nous allons commencer par une description du tableau. Comme on peut le voir, les bâtiments parisiens sont placés à l'arrière-plan. Au premier plan se trouvent de nombreuses personnes. On peut remarquer que personne n'est épargné du massacre. Hommes, femmes, enfants et nourrissons. La scène est rouge de sang des protestants. À travers ce tableau, l'artiste donne son point de vue. L'auteur prend position pour les protestants, car il représente des victimes innocentes alors que les protestants souffrent. On peut apercevoir Catherine de Médicis qui se penche sur un tas de corps et le roi Charles IX qui tue à l'arquebuse. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Personnage clé. Charles IX est né le 24 juin 1550. Il est mort le 30 mai 1574, à l'âge de 24 ans. Il a été couronné en 1561. Lors de son règne, le royaume est confronté aux guerres de religion. Catherine de Médicis est née le 13 avril 1519 et elle est morte le 5 janvier 1589. Elle est âgée de 69 ans. Elle a été couronnée en 1550. Elle est l'épouse d'Henri II. C'est la mère de Charles IX. Henri II de Navarre est né le 18 avril 1503 et mort le 25 mai 1555. Il est donc décédé avant le massacre de la Saint-Barthélemy. Gaspard II de Coligny est né le 16 février 1519. Attends. Henri II de Navarre est mort en 1555, mais tu nous as dit tout à l'heure que c'était le futur Henri IV. Eh oui, tu t'es trompé, t'as confondu avec Henri II, le mari de Catherine de Médicis, et Henri de Navarre. Certainement. Ouais, vas-y. Du coup... Vas-y, continue. Gaspard II de Coligny est né le 16 février 1519 et mort le 24 août 1572. Il a été assassiné lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Et voilà. Ok. Ok. Bon, alors, Lucille, c'est bien. 2-3 approximations. Je voudrais faire une reprise avec vous sur 2-3 éléments rajoutés qui ne sont pas présents. Donc le contexte historique, tu l'as bien expliqué, mais il faut qu'on... Il y a plusieurs termes. À un moment, tu parles de Huguenots. Huguenots, pour tout le monde, c'est le surnom des protestants. Ça vient de... c'est de l'alsacien, d'accord ? Donc ça désigne les protestants. Ne me demandez pas la signification exacte, je ne l'ai pas en tête. Mais en tout cas, c'est les protestants. Donc, les guerres de religion, en France, c'est aussi un problème politique, un problème d'influence. Ok ? Les catholiques, donc, vous avez effectivement Catherine de Médicis, ainsi que Charles IX, son fils, Henri de Guise, de la maison de Guise. Alors eux, ce sont les gens de la partie de la Ligue catholique, hein, si vous préférez. Donc des ultras, ce qu'on appelle le parti des ultras, les ultras catholiques, donc qui eux ne veulent rien céder aux protestants. Pareil pour la maison de Montmorency. Puis de l'autre côté, vous avez d'autres grandes maisons. Parce qu'à chaque fois on dit maison, mais ce sont un petit peu comme dans Game of Thrones, hein, ce sont des nobles. Hein. Donc les Condés,
les Coligny et le roi de Navarre. Donc la Navarre, c'est tout ce qui est autour de Pau et le Pays Basque. Donc qui peuvent être aussi héritiers du trône de France, car ce sont des Bourbons. Et tout ce petit monde-là va s'affronter autour de la supériorité et de la religion, et surtout la prise de pouvoir. Ok ? Donc ce sont des guerres, parce qu'on engage des armées privées les unes contre les autres. Vous voyez donc la répartition protestante et la répartition catholique. Et le contexte est intéressant, c'est-à-dire que ça arrive à un moment où on est quand même dans une espèce d'apaisement, où il y a une cohabitation, si vous voulez, entre protestants et catholiques. C'est-à-dire qu'au Conseil du Roi, on a fait rentrer Coligny, qui est quand même protestant pur jus. Et le déclenchement, tous les protestants sont à Paris, tous les chefs protestants sont à Paris pour le mariage de Henri de Navarre avec la reine Marguerite, dite la reine Margot. Il fait extrêmement chaud. Et puis on a cet attentat qui n'est pas signé. Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est les catholiques? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Contre Coligny, 2 jours avant le 24 août. Donc qui veulent le laisser coucher. Et en fait, c'est par crainte des représailles que la Saint-Barthélemy va être déclenchée par les catholiques. Donc d'abord, on assassine Coligny, puis on assassine tout le reste. Ok ? Miraculeusement, Henri de Navarre arrive à s'échapper. Donc je ne redis rien sur le bilan qui était bon. Hein. Et plus tard, lors de la dernière guerre de religion, deviendra, une fois que Henri III sera mort et que donc il n'y aura plus de successeur direct des Valois, deviendra le premier roi Bourbon en abjurant sa foi. Il dira cette phrase que Paris vaut bien une messe, et il deviendra Henri IV. Il signera l'édit de Nantes qui autorise, on le verra dans 5 minutes, la liberté de religion, et sera malheureusement assassiné en 1610 par Ravaillac. Voilà. Donc la Saint-Barthélemy a été quand même une grande déchirure, une guerre civile. Hein. Les guerres de religion sont des guerres civiles avant toute chose. Et ce qui va donc diviser la société pendant de nombreuses années en France. Tu peux y aller quand tu veux, Maï. Bonjour, du coup aujourd'hui je vais vous parler de l'édit de Nantes. Donc vous pouvez changer s'il vous plaît. Oui. Merci. Du coup tout d'abord je vais vous parler du contexte historique, puis du déroulement, après du contenu de l'édit de Nantes et enfin la révocation. Vous pouvez changer s'il vous plaît. Bien sûr. Du coup, tout d'abord, nous allons parler du contexte. Donc, pendant près de 36 ans, les guerres civiles ont hanté la France. Le parti catholique et le parti protestant se déchirent. Du coup, en 1598, Henri IV, le roi de France de 1589 à 1610, met fin aux guerres de religion en instaurant l'édit de Nantes. Un édit, c'est comme une loi qui vient d'un roi. Cet édit instaure la tolérance entre les deux religions, le catholicisme et le protestantisme. Vous pouvez changer, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, nous allons passer au déroulement. Donc, l'élaboration de l'édit de Nantes a nécessité de longues négociations car il fallait rassurer à la fois les catholiques et les protestants, car Henri IV était protestant. Il se maria avec sa cousine Marguerite de France à Paris. Ce mariage était censé mettre fin aux guerres de religion, mais quelques jours après a eu lieu le massacre de Saint-Barthélemy. Henri IV s'y échappa, mais se doit contraint de se convertir au catholicisme. Peu après, il participa à des complots, fonda sa propre cour et se reconvertit au protestantisme. De là, les relations entre Henri IV et la France sont tendues. Et en 1580, Henri IV rentre en guerre contre la France. En 1584, l'héritier du roi de France meurt et rend Henri IV alors l'héritier.
Les catholiques ne veulent pas de lui sur le trône, mais le roi Henri III se rapproche d'Henri IV et fait de lui son successeur. Après l'assassinat d'Henri III, Henri IV devient le roi et doit lutter contre des armées. En 1593, il se reconvertit au catholicisme et se fait sacrer à Chartres. Après près de 36 ans de guerre, Henri IV pacifie le royaume et institue l'édit de Nantes qui signe le 30 avril 1598. Vous pouvez changer si vous voulez. Merci. L'édit de Nantes est composé d'un ensemble de textes. Les plus importants sont tout d'abord la liberté de conscience, donc chacun a le droit de croire ou pratiquer la religion qu'il veut, ce qui n'était pas le cas pour les protestants. Puis la liberté de culte restreinte, c'est-à-dire le droit de pratiquer toute sa religion dans un lieu de culte. Les catholiques, dans certaines villes catholiques, le culte protestant est interdit, et de même pour les villes protestantes, le culte catholique est interdit. Donc il n'y a pas une vraie liberté de culte. Ou encore des garanties juridiques, où dans certaines villes, les protestants gagnent le droit d'être jugés par un jury constitué à moitié protestant. De plus, il y a des garanties militaires de sûreté. C'est lorsqu'un nombre de places est donné aux protestants pour conserver leur capacité militaire si la guerre civile venait à reprendre. Et enfin, une amnistie générale, c'est-à-dire la suspension des sanctions commises pendant la guerre civile. Vous pouvez changer si vous voulez. Et pour finir, nous allons parler de la révocation. Donc, dès lors que Louis XIV est devenu roi, il applique l'édit de Nantes, mais de manière restrictive. Il voulait attendre la conversion des protestants, mais ne supportait plus la cohabitation des deux religions. Alors, il mena la politique anti-réformée. Mais ces mesures ne lui semblaient pas assez suffisantes. Il décide donc d'exclure les protestants. Il interdit peu à peu la plupart des professions protestantes. Il emploie la force pour qu'ils se convertissent et fait même détruire les temples et les écoles protestantes. Ils doivent se soumettre au baptême et au mariage catholique. Les pasteurs sont bannis et il interdit aussi les protestants d'émigrer. Terrorisés par les dragonnades, déclenchées en 1685, les protestants finissent par se convertir et il parvient à faire de la France une France presque entièrement catholique. Le 18 octobre 1685, Louis XIV signe l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes. Voilà. C'était très bien. Bravo Maëlie. Bravo Maëlie, c'était très bien. Juste, alors, mais c'est un point, des détails. Sur Henri IV, ne l'appelle Henri IV, appelle-le uniquement à partir de son couronnement, parce que sinon, il y a tellement de Henri qu'on risque de se perdre. Voilà, c'est le seul truc. Et pour vous raconter ce que c'était les dragonnades, parce que ça t'as pas expliqué, est-ce que tu le sais Maëlie? J'ai trouvé un truc, mais je suis pas très sûre de moi. Vas-y, dis. Du coup, c'est persécution contre les protestants qui refusaient de se convertir. Il est tourmenté, harcelé jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il voulait de lui. Un, deux. Alors, c'est pas... Oui, alors c'est ça. En fait, la technique, pour les protestants qui voulaient pas se convertir, on obligeait la famille protestante a hébergé chez elle quelques dragons, donc des dragons sont des cavaliers de l'armée. Et en fait, ces cavaliers sont des gens frustres et pas très... c'est des guerriers, quoi. Donc, ils se comportent avec des protestants qui considèrent comme étant des sous-personnes ou des sous-hommes. Ils violent les filles, ils violent les femmes, ils tourmentent les maris, etc. Et ça peut aller très très loin. De toute façon, les protestants sont considérés n'ont pas l'avantage. Et au final, soit ils abjurent leur foi protestante pour redevenir catholiques, soit ils déménagent, soit ils s'en vont, etc. Voilà, c'est ça les dragonnades. Donc c'est un moyen psychologique et d'usure que font les catholiques. Depuis un peu plus de 30 ans, les guerres ensanglantent la France. Donc les catholiques et les protestants se déchirent et le pays est divisé. Voilà. Après l'assassinat du roi Henri III,
Henri de Navarre, protestant, se convertit au catholicisme et pour accéder au trône. Il est sacré Henri IV, roi de France, en février 1594. Donc il lui reste à régler définitivement les guerres de religion entre les partisans de son ancienne et de sa nouvelle religion. Vous pouvez changer. Donc, arrivé le 13 avril 1598 à Nantes, le roi Henri IV met fin aux guerres de religion le 30 avril 1598 avec un édit de pacification, l'édit de Nantes. L'édit de Nantes est un symbole de tolérance qui, avant, ça voulait dire, c'était plutôt dans un sens péjoratif, c'était plus coexister en paix. Les points principaux de l'édit de Nantes, c'était une vraie liberté de conscience. Donc chacun était libre de croire et de pratiquer sa religion librement. Une liberté de culte, donc on pouvait pratiquer aux yeux de tous sa religion, en particulier dans un lieu de culte. Des garanties juridiques, donc les jurys étaient constitués à moitié protestants et catholiques. Des garanties militaires en cas de renouveau d'une guerre civile. Les protestants étaient assurés d'avoir un lieu de sûreté. Et une amnistie générale, donc tous les crimes, tous les crimes commis étaient oubliés et non jugés. Les conséquences de l'édit de Nantes. L'édit de Nantes donne un statut aux protestants. Le roi deviendra le seul juge et l'édit de Nantes se révélera être une grande réussite. Il permet aux catholiques et aux protestants de vivre en paix pendant plusieurs décennies. Voilà. Très bien. Très bien. L'édit de Nantes sera révoqué par le petit-fils d'Henri IV, Louis XIV. Alors, quelques reprises sur là-dessus, mais c'était plutôt pas mal du tout. L'édit de Nantes, il permet la coexistence pacifique entre guillemets, entre protestants et catholiques. Il leur accorde des places fortes, notamment La Rochelle, la place forte de La Rochelle, où ils peuvent donc rester et ne pas être attaqués, se réfugier. L'édit de Nantes est important. Dans le cheminement de Henri IV, déjà, le fait est que lui, il est né protestant, puis il s'est converti quand il s'est marié. Puis il s'est reconverti quand il s'est marié avec Marguerite de Valois, la reine Margot. Puis une fois que il est retourné dans la clandestinité, il s'est reconverti protestant avant de se reconvertir catholique pour devenir roi de France à Chartres en 1592. Non, il n'est pas indécis, il fait en fonction de c'est de la réelle politique si tu préfères. Oui, voilà. Et il dira cette phrase pour prendre le pouvoir: Paris vaut bien une messe. En gros, je peux bien être sacré catholique. De toute façon, c'est le même Dieu. Voilà. C'est un peu ça, Henri IV. C'est pour ça qu'il est sacré comme il faut se sacrer vite, prendre le pouvoir. Il est sacré à Chartres et pas à Reims, et c'est le seul à être sacré à Chartres, Henri IV. Bon, voilà, c'est la petite anecdote historique, ça me fait plaisir, c'est cadeau, c'est fait pour vous. Ok ? Merci en tout cas Marion, c'était très complet, c'était très bien.